Explorer les aspérités de la vie, traverser les émotions, rester debout dans un monde en mutation. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions pour nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Parce qu'ici, on arme les esprits. Épisode 51. Tous complices ? Quand les applis de rencontre veulent faire de nous des objets. Souvent, je me demande comment continuer à exister dans un monde qui ne cesse de nous tirer vers la consommation de masse. Comme si tout devait désormais devenir consommable. Les objets, bien sûr, mais aussi les corps, les relations, les émotions, et peut-être même les êtres humains eux-mêmes. Je m'étonne, je passe de la circonspection à l'exaspération. Mais quand je prends du recul, je suis horrifiée. Parce que moi aussi, je participe à tout cela. Moi aussi, je vais au supermarché, j'ai un Mac et je scrolle sur les réseaux sociaux. Doit-on tout rejeter pour ne pas se laisser pétrifier par ce monde ? Je ne crois pas. Alors, chacun trouve ses points de ressourcement, ces accroches qui nous font repousser la violence du monde, qui nous permettent de garder un pied dans la vie sans devenir une chose inerte, qui sera utilisée par les personnes qui passeront par là. Car c'est peut-être ça le vrai risque aujourd'hui. Ne plus être tout à fait vivant, se réifier peu à peu, devenir quelque chose de juste fonctionnel. Dans cet épisode, je vous propose quelques réflexions sur cette tentation de la consommation qui s'infiltre jusque dans notre intimité. Tous complices. Le titre de cet épisode, je l'ai emprunté à Pasolini. Pour ceux qui ne connaissent pas Pasolini, il était un artiste, un écrivain dissident. Il s'est exprimé par l'écriture, la poésie, des films. Son œuvre pourrait être qualifiée de choquante. Il a d'ailleurs été inculpé pas moins de 33 fois au cours de sa vie dans diverses affaires. C'était un personnage sulfureux, mais ne le résumer qu'à ça, ça serait le déshonorer. Visionnaire ou simplement lucide, il a su voir avant tout le monde ce que le monde était en train de devenir et avec lui, la transformation des êtres en produits de consommation. Oui, il était radical, et il semble qu'il en soit mort. Il ne parlait pas seulement de politique ou de la société. Il parlait de la transformation du plus profond de nos êtres, ce que l'on pourrait appeler notre âme d'être humain. Il racontait déjà ce que devient une société quand tout peut être acheté, optimisé, remplacé, consommé. Que devient alors le désir dans une telle abondance de choses ? Que devient la rencontre quand elle est optimisée ? Que devient l'autre quand il devient remplaçable ? Est-ce que le mystère de la découverte, de la rencontre de l'autre a définitivement disparu ? Ce passage du livre que lui consacre David Bisson m'a profondément interpellée. Alors je le partage avec vous. 30 années d'une lutte sans merci, au terme de laquelle l'homme est piétiné et défiguré par le monstre impersonnel qu'est devenue la société. Une société qui, en se donnant entièrement à la marchandise, a accouché de son dernier avatar, une divinité assoiffée d'argent et étouffée par les désirs qui finit par se dévorer elle-même comme le roi Érésicton dans la mythologie grecque. Et nous sommes tous partie prenante, tous complices, dit Pasolini, d'un organisme qui engloutit et qui régurgite la vie jusqu'à en faire une denrée reproductible et consommable à loisir. Complice et également coupable d'avoir soldé l'âme individuée contre un moi préfabriqué, l'âme tragique contre une destinée pathétique, l'âme sensible contre une existence simulée. Ce pacte faustien, Pasolini l'a expérimenté dans sa propre chair avant de se relever, tel un animal blessé, et de porter l'insurrection
partout où la mécanique sociale se refermait sur elle-même. Une insurrection des âmes pour témoigner de la part maudite, irrécupérable, scandaleuse de chaque être et pour se projeter dans la force du passé où s'agitent encore les puissances élémentaires de la vie. Si je poursuis cette pensée et que je la projette dans notre temps actuel, je me demande si nous ne sommes pas devenus des êtres avides, qui consommons et préconsommons continuellement les autres avant même de les rencontrer. La rencontre ne serait plus alors découverte, mais une façon parmi d'autres de se remplir et de tromper son vide. Dit comme ça, ça fait un peu peur. Parce que personnellement, je ne veux pas me transformer en vampire. Alors comment résister ? Comment résister quand nous sommes tous partie prenante ? Est-il possible que nous devenions, à notre tour, comme le dit David Bisson, des poètes dans une cité en ruine ? Consommer de la rencontre. Les applications de rencontres me paraissent être un exemple paradigmatique de cette cité en ruine dans laquelle nous avons besoin de remettre un peu de poésie. Je vous raconte une anecdote. Je titille votre voyeurisme là, mes chers amis. Mais non, rien de croustillant, je vous rassure. Nous sommes à la pause déjeuner avec des collègues. Nous sommes toutes des femmes âgées de 20 à 45 ans. Nous voilà en train de discuter joyeusement de rencontres. Comment faire pour rencontrer un homme en 2026 ? Les regards de mes plus jeunes collègues se figent un peu. Les applis de rencontre ? Moi, j'ai arrêté, dit l'une. Moi aussi, enchaîne l'autre. Pourquoi ? Difficile de répondre à cette question tout de suite. Mes plus jeunes collègues commencent déjà par m'expliquer le fonctionnement de ces applications. Comment certaines te catégorisent par ton désir de rencontre. Sexe, amitié, relations sérieuses. Comme si avant même de rencontrer quelqu'un, il fallait déjà savoir exactement ce qu'on vient chercher chez lui. D'autres applications orientent les choix sur certains aspects de la personne. Physique, catégorie socio-professionnelle, style de vie. Un peu comme si l'autre était en fait une somme de critères et que la rencontre se transformait en case à cocher. Un QCM optimisé pour une meilleure rencontre. Non, définitivement, ce n'est pas très vendeur de le dire comme ça. Et ces applications fonctionnent toutes, évidemment, en mettant une photo de soi, que l'on espère la plus flatteuse possible, mais pas trop, pour ne pas faire le grand écart avec la réalité. Et puis, il y a quelques mots sur qui l'on est et ce que l'on attend. Le premier critère, ne le cachons pas, sera donc physique. Fichtre ! En entendant ça, je me dis, nous revoilà dans une cour d'école où les mieux sapés et les plus riches auront encore le premier rôle. Bon, ok, c'est peut-être un peu réducteur. Puis une autre collègue ajoute, avec une mine un peu dépitée, « Moi, je matche jamais avec ceux que je like. » Alors, je vous fais une traduction si vous n'avez jamais utilisé les applications de rencontre. Un like, c'est quand vous dites « tu me plais » à quelqu'un en appuyant sur l'icône cœur de l'appli. Oui, c'est du basique, on est en deçà du verbal. Et un match, c'est quand les deux personnes s'attribuent réciproquement ce cœur. Tout un vocabulaire va avec cet univers, bien sûr. Traduction : cette collègue n'a donc jamais eu de retour de la part de personnes qui lui plaisaient. Quand j'entends ça, je me dis, c'est un peu comme dans la vraie vie finalement. Sauf que, dans la vraie vie, nous vivons dans le même espace-temps. Donc on peut avoir un coup de cœur réciproque et en même temps. Les applications ne nous permettent pas d'avoir cette étincelle dans un temps commun. Nous sommes toujours sur du différé, même léger. Alors oui, ça fait peut-être moins mal à l'ego quand on ne matche pas. C'est d'ailleurs presque indolore, parce que on ne sait pas au fond si c'est un non-match intentionnel, un oubli, que finalement la personne n'utilise plus l'application, ou encore autre chose. Le fameux vent dont nous parlions adolescents, enfin pour ceux de ma génération, nous en faisons donc l'économie dans cette présélection via les applications. Mais alors,
qu'est-ce qui a fait qu'elles ont arrêté les applications? Ce n'était pas un problème de match. Ce n'était pas un problème de plaire ou non, puisqu'elles plaisaient à des hommes, pas forcément à ceux qu'elles auraient voulu. Mais bon. Non, c'était tout autre chose. Et quelque chose de plus difficile à nommer en réalité. Quelque chose qui fait que nous sommes à la fois en représentation de nous-mêmes et en train de nous vendre. Un peu comme si l'on marchandait son sex appeal, ses compétences intimes. Comme si nous devenions à la fois le produit, le commercial et le service après-vente de notre propre intimité. La marchandisation de soi ou d'une partie de soi. Cela est bien loin de la séduction et encore plus de l'amour, n'est-ce pas? Eva Illouz parle de capital sexuel. Le sexe devient une ressource comme une autre en vue de gains futurs. Et là, on parle de quelque chose de plus large que l'activité sexuelle proprement dite. Cultiver son capital sexuel, c'est investir du temps, de l'argent, acquérir des connaissances pour construire et améliorer ce moi sexuel. Le moi sexuel, si je le dis autrement, c'est l'aspect de l'identité en lien avec la sexualité. Les applications mettent donc leurs utilisateurs dans une compétition dans laquelle il faut être le meilleur pour accéder au corps de l'autre et, in fine, maximiser le plaisir. La relation à l'autre est donc tronquée d'emblée. Par ailleurs, peut-on parler de relation quand on se fait swiper d'un mouvement du pouce? Quand on peut dématcher avec quelqu'un sans lui dire au revoir et que l'on peut disparaître des réseaux sans explication, laissant l'autre à ses seuls questionnements. Est-on vraiment une personne entière pour traiter l'autre ainsi? Ou juste un bout grégaire de soi-même? Car ce glissement peut se faire si rapidement, sans velléité de blesser, sans vraiment y penser. Et c'est là qu'est le problème. C'est inquiétant cette mécanique qui nous entraîne dans la banalisation de cette semi-considération de l'autre. Parce qu'à partir du moment où nous négligeons notre responsabilité à penser la place de l'autre, nous perdons peu à peu une partie de notre humanité. Le cycle de la marchandisation est en route. Nous sommes devenus un objet partiel. Nous avons fait de l'autre un objet parmi d'autres, sélectionnable, évaluable, remplaçable. Et alors, quand il s'agit de se rencontrer vraiment, je veux dire dans la vraie vie, serons-nous encore capables de faire une place à cette altérité et de la reconnaître comme singulière? Peut-on encore se rencontrer? Oui, je l'espère bien. Alors la question serait plutôt comment choisissons-nous de nous rencontrer encore? Car ce que les applications de rencontre changent, ce n'est pas seulement la manière dont nous entrons en relation. C'est peut-être la nature même de la rencontre. La rencontre est médiée par une application tierce dont l'algorithme nous échappe, là où dans la réalité, la rencontre peut être médiée par une activité, prendre un café, aller au cinéma, dîner chez des amis, faire une balade, etc., etc. Et ce n'est pas du tout la même chose. Cette interface, alors qu'elle nous met en contact avec beaucoup plus de personnes, nous met paradoxalement plus à distance. Dans la réalité, nous faisons avec le hasard, le mood du moment, un regard, une voix, une manière de se déplacer, de bouger. Et parfois quelque chose nous touche alors que nous ne l'aurions jamais imaginé. Parce que oui, cette chose unique est hors critère. Et l'application laisse peu de place à cela. Nous filtrons, sélectionnons, éliminons. La distance est installée par les choix successifs que l'on doit faire, choix conscients ou plus ou moins réfléchis, type de personne, localisation, centre d'intérêt, etc., etc.
Alors que dans la réalité, finalement, ces choix s'opèrent de manière moins consciente. Donc là, nous perdons en spontanéité et sommes comme désynchronisés de la personne, car nous ne partageons pas le même espace-temps. L'histoire qu'on se raconte change. D'ailleurs, y a-t-il encore une histoire ? Ou est-ce que ce sont une succession de moments ? Une comptabilité bien ordonnée, somme toute. La rencontre cesse d'être un événement pour devenir un processus, un enchaînement d'étapes, un peu comme le parcours client d'IKEA, sélection, validation, achat. Et l'autre devient quelqu'un à travers une somme de critères, une photo, quelques mots. Mais comment rendre compte de la complexité humaine ainsi ? Alors voilà, vous n'êtes pas convaincu par la photo ? Allez, on swipe, car 1 de perdu, 10 de retrouvé. Il y a toujours une autre possibilité. Pourquoi s'en priver ? Il y a toujours quelqu'un d'autre. Et ça peut devenir véritablement addictif. Parce qu'à force d'avoir accès à une multiplicité infinie de possibilités, nous devenons parfois incapables de nous arrêter quelque part, de prendre le temps avec cette personne-là unique que nous essayons de rencontrer. Supporter le manque, l'absence de réponse, l'incertitude. Ah non, vite, encore une autre rencontre et une autre rencontre. D'ailleurs, commencer à discuter avec quelqu'un. Est-ce que ça veut dire arrêter de chercher quelqu'un d'autre sur l'application ? Bah oui, parce qu'on ne sait pas si ça marchera. Qu'à cela ne tienne, optimisons le temps et discutons avec tout un tas de personnes en même temps. Sur la totalité, il y aura bien quelqu'un qui finira par me convenir. C'est étrange, n'est-ce pas ? C'est tout de même étrange de parler ainsi du sentiment qui pourrait naître, le sentiment amoureux. Vous n'avez pas plutôt l'impression que je vous décris là l'achat d'un t-shirt en temps de solde ? On en prend 10 qui nous plaisent à peu près, bon c'est vrai, certains moins que d'autres, mais des fois, en essayant, on est surpris. Et puis c'est les soldes après tout, c'est pas cher, c'est pas grave. Même si je le mets pour une nuit, ce n'est pas perdu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a dans ce processus de rencontre, en arrière-plan, la question de la rentabilité relationnelle. Optimiser, choisir, filtrer, éliminer, rencontrer, peut-être collectionner ou accumuler pour certains. Alors, avec tout ça, moi je me demande vraiment. Je me demande, est-ce que c'est simplement une mode et nous changeons là nos habitudes de rencontre pour quelque temps ? Ou est-ce que nous sommes en train de modifier beaucoup plus profondément notre manière d'être en lien ? Est-ce que le fait d'avoir une multiplicité de possibilités nous empêche de passer le temps nécessaire à la rencontre, de nous engager vraiment, au risque bien sûr de perdre du temps et de passer à côté d'une autre personne ? Car oui, choisir quelqu'un en particulier et se consacrer à cette rencontre, c'est aussi choisir de renoncer à d'autres. Et peut-être que ce renoncement devient aujourd'hui de plus en plus difficile. Et puis, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais il y a aussi ces personnes qui collectionnent des interactions sans jamais vraiment faire naître le lien. Ghosting, disparition sans prévenir, abandon prématuré. Mais rencontrer, encore et encore, sans jamais vraiment habiter la rencontre. Jusqu'à ce que la rencontre elle-même perde son sens. Alors dites-moi, comment tout cela agit sur la représentation de qui nous sommes et de qui est l'autre ? Si je choisis le meilleur cadrage, la meilleure photo, la meilleure version de moi, est-ce que cela correspond vraiment à ce que je suis ? Et que risque de produire cet écart entre l'identité que je fabrique et celle que je vis réellement dans mon quotidien ? Alors, dans tout ce que je viens de dire, vous aurez remarqué que je ne parle pas beaucoup du sentiment amoureux. Parce que, dans une telle configuration, comment ce sentiment amoureux
naît-il? Où se niche-t-il? Dans quel espace peut encore apparaître cette poésie du moment, parfois malgré soi, quelque chose qui surgit soudainement et où on se dit « Ah, c'est lui » ou « Ah, c'est elle ». Refuser de devenir un objet, piste concrète de résistance. Que faire alors, que faire? Est-on condamné à devenir des Amish? Ne plus avoir d'ordinateur, de smartphone, ne plus utiliser d'applications de rencontres, alors que la majorité des personnes se rencontrent ainsi maintenant? Comment résister à quelque chose dont nous faisons partie et que nous nourrissons parfois à notre insu et auquel parfois nous collaborons avec plaisir ou pour notre plaisir? Certaines personnes jouissent de faire de l'autre leur objet et de l'enfermer. Alors, il faut reconnaître que ce monde est calibré pour eux. Mais comment faire pour ceux qui ne veulent pas de cela? Quand on ne veut pas de cette réification? Alors voici quelques pistes concrètes pour ne pas se laisser happer et transformer en objet, ni être dans la tentation de transformer l'autre en objet. Ralentir. Se poser la question du temps dont on a besoin est important. Est-ce que l'on s'est habitué au temps imposé par les réseaux, par les applications et les nouvelles technologies en général? Ou est-ce bien notre temps à nous, le temps dont nous avons besoin? Avons-nous besoin de ralentir pour nous laisser un peu d'espace pour penser, ressentir, vivre vraiment l'instant présent et habiter nos propres désirs? Car est-on vraiment dans une liberté de choix quand il faut agir dans l'urgence? Alors voilà ce que je vous propose. Ne plus ouvrir automatiquement telle ou telle application. Ne plus swiper à la va-vite dans la poursuite d'une quête illusoire dont le principal moteur est parfois seulement notre voyeurisme, il faut bien le dire, ou la lutte contre l'aspiration d'une solitude que l'on ne veut pas affronter. Autrement dit, arrêter de réagir de façon mécanique, passer de l'automate à l'être humain. Et se permettre de se demander: est-ce que j'ai envie d'aller sur cette application? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce pour combler un vide? Se parler comme à de véritables personnes. Le langage a parfois ce pouvoir de nous sortir de la trivialité et de nous permettre d'accéder à notre humanité. Là où le swipe est un geste, le langage, par le message écrit, est déjà une adresse. Nommer, répondre, dire oui ou non, considérer l'autre comme une personne entière, ne pas disparaître sans laisser de traces. Et là, je ne parle pas d'une question de politesse, je parle de considérer l'autre comme une véritable personne, un être humain à part entière avec sa propre sensibilité. L'idée ne viendrait à personne, enfin j'espère, de demander à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue « c'est quoi ta position préférée ?» Mince alors, nous ne sommes pas que des corps. Dans la vraie vie, on se regarde, on se dit bonjour, on parle de choses et d'autres. Jamais on ne demande ça de but en blanc. Répondre, dire bonjour, au revoir, c'est dire « je te reconnais toi comme un sujet et j'attends la même chose de ta part ». Supporter le risque. Sur une application de rencontre, on filtre, on choisit, on optimise. Quand je vous dis ça, eh bien je ne parle pas d'amour, je ne parle pas de sentiments. L'application enlève tout ce mystère de la rencontre et tente de le réinstaller par le côté ludique et attrayant de la plateforme. On évite ainsi ce qui peut arriver dans une rencontre au hasard de la vie. On est pris par un mélange de peur et d'excitation. On ne sait pas vraiment quoi dire. On ne sait pas comment aborder la personne qui nous plaît terriblement. Alors, on trébuche, on bégaye, on est maladroit.
Et parfois, on arrive tout de même à égayer le regard de l'autre, car il prendra tout cela pour du charme. Les applications nous permettent un certain contrôle et l'évitement de ces premiers embarras. Est-ce que ça vient nous déshabituer de cet écart entre toi et moi, entre l'autre et soi-même? Je veux dire, nous sommes différents, parfois très différents. Donc faire le chemin qui nous sépare est déjà parfois difficile pour créer ce lien de rencontre. Quand la réalité se pose, il est question de nouveau de lâcher cette maîtrise et cette pseudo-sécurité donnée par la plateforme. Les applications nous donnent l'illusion de pouvoir maîtriser la rencontre. Mais une vraie rencontre contient toujours une part d'incontrôlable. Non, ça ne se passera pas comme on l'a imaginé. Oui, il y aura des moments gênants, parce que c'est la vie. Ce jour-là, vous n'aurez pas votre meilleur profil Instagram, vous aurez la mine d'un jour férié qui a oublié de se lever, mais il faudra tout de même faire avec. Mais pas d'inquiétude, de l'autre côté, ce sera pareil. Lâcher la maîtrise, c'est aussi accepter que le jeu est moins celui de la rentabilité relationnelle et son corollaire, le temps passé, que celui de la rencontre, tout simplement. Tout simplement la rencontre. Posez-vous cette question. Vous voulez une performance ou une rencontre? Et quels sont les risques d'une telle rencontre? Perdre du temps? Ne pas se plaire? Être déçu par soi ou par l'autre? Être maladroit? Etc. Nous avons tellement l'habitude de vivre avec des assurances pour tout que reprendre ces petits risques peut parfois terroriser. Par ailleurs, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit ou on entend des actualités, on pourrait avoir tendance à rentrer dans une sorte de paranoïa du type l'autre est forcément méchant ou un sale type. Alors non, il ne s'agit pas là d'avoir un regard angélique, mais de trouver la juste mesure entre accepter le risque d'une rencontre et bien sûr savoir repérer et se protéger d'une personne malveillante. Se regarder tel que l'on est. Faire ce pas vers l'autre, ça peut demander aussi de se regarder en face. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire se dévaloriser ou se comparer. Je veux dire simplement laisser tomber la vitrine, se voir tel que l'on est, se tendre la main et pouvoir se dire « Ah mais ça c'est chouette chez moi, j'aime ça chez moi. Ok, je suis pas parfait ou parfaite, mais personne ne l'est. » Pouvoir prendre ce temps avec soi avant une nouvelle rencontre me paraît important, surtout pour les personnes introverties, peu sûres d'elles-mêmes, ou qui manquent de confiance en elles. Ou encore, si vous êtes une personne du genre à vous juger de façon très dure. Bien sûr, ce n'est pas une assurance de réussite pour la rencontre à venir, parce que celle-ci ne dépendra pas que de vous. Mais ça vous permettra d'avoir un petit coussin de sécurité pour amortir la chute en cas de mauvaise rencontre. Je m'explique. Quand quelque chose ne marche pas, on a tendance à se remettre en question. Si vous avez fait ce travail préalable de pouvoir vous regarder tel que vous êtes, défauts compris, vous aurez déjà construit une certaine vision de vous. Et le regard que l'autre posera sur vous ne sera pas la seule métrique que vous prendrez en compte. Autrement dit, vous n'irez pas chercher une validation. Vous ne vous mettrez pas non plus dans la position d'un produit à noter. Parce que oui, je vous le rappelle, vous n'êtes pas un objet. Vous n'êtes pas notable ni sur 10 ni sur 20. Vous êtes trop complexe pour ça. On ne peut pas résumer une personne à un micro-bout de ce qu'elle montre ou prétend être en quelques minutes. Reprendre sa part de responsabilité. C'est la partie qui est à la fois la plus rassurante, car nous pouvons ainsi retrouver une part de libre arbitre, enfin, j'espère, mais la plus dure aussi. Pourquoi ? Eh bien parce que parfois, même si c'est douloureux et coûteux, il est plus facile de se mettre dans une position victimaire que d'analyser avec un peu de recul sa potentielle implication dans ce qui nous arrive.
Et je vous renvoie pour ça à l'épisode 23 du podcast qui analysait le cercle vicieux de la victimisation. Avec les plateformes de rencontres, on l'a dit, on ne maîtrise pas la règle du jeu, l'algorithme. On peut s'y conformer sans se poser de questions. On peut au contraire tenter d'interroger cette modalité de rencontre, d'entrer en relation, ce qu'elle nous facilite et ce qu'elle nous coûte. Parce que oui, comme je le dis souvent ici, une technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Interroger cette manière d'entrer en relation, c'est aussi se donner la possibilité d'en sortir, de faire un pas de côté si l'on constate que cela ne nous convient pas, de s'interroger sur la manière dont on traite l'autre. Si je traite l'autre comme un objet, pas très étonnant qu'il me rende l'appareil. Donc reprendre sa responsabilité, oui, ça demande un effort. Mais cela nous permet de nous décaler de cette logique qu'on voudrait nous imposer. Et déjà, c'est satisfaisant en soi, ça, non ? Par ailleurs, s'habituer à ne pas se laisser guider par un algorithme, quel qu'il soit, c'est activer une posture face à la vie qui nous servira dans différentes situations pour se mettre en recul, activer son esprit critique ou juste penser à nos propres marges de manœuvre. Nous avons plus que jamais besoin de créer ces petits espaces de liberté pour retrouver notre intérieur, le nourrir, le penser, rêver et se rencontrer le plus librement possible. Finalement, résister, ce n'est peut-être pas sortir totalement du système. Et est-ce que ce serait possible ? Mais c'est sans doute refuser qu'il pense entièrement notre place et à notre place. Conclusion, marcher dans une cité en ruine, mais en se donnant la main. Il est un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, le temps des rencontres dans les soirées, des associations, des bars, le temps où la drague n'était pas marquée du sceau de la suspicion et où on ne pensait pas à protéger son verre, où on était tous terrorisés de se rencontrer en vrai, mais nous le faisions quand même car nous n'avions pas le choix. Alors oui, il y a eu pas mal de ratés, mais ça fait des sacrées histoires à raconter. Les plateformes de rencontres amplifient et mettent la lumière sur quelque chose qui existait déjà. Comparaison, désir de validation, évitement d'un certain risque relationnel. Ce qui est intéressant, c'est de constater la vitesse à laquelle nous avons intégré la logique de ces plateformes. Et c'est aussi de se demander ce que notre usage des applications de rencontres révèle en fait de nous. Comment nous avons maintenant tous intériorisé ce système de rencontres ? Comment il s'est banalisé, alors que fut un temps, il était honteux de se rencontrer ainsi. Mais n'oublions pas de nous demander ce que nous lui concédons en termes de décision et de responsabilité. Avons-nous envie de consommer l'autre ou de le rencontrer ? Et dans votre réalité, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que finalement vous êtes dans une consommation ou dans une rencontre ? Parce qu'on peut avoir envie de quelque chose et avoir du mal à le mettre en œuvre dans sa propre réalité. Alors j'espère que ces quelques réflexions auront éveillé votre curiosité et que surtout, vous penserez à cet épisode quand le filtre imparfait de la réalité viendra se poser sur votre vie. Nous sommes tous pleins de défauts, gauches ou empotés, à la fois terrorisés et excités par de nouvelles rencontres. Mais sans altérité, que la vie est pauvre. Il nous reste donc peut-être seulement à insuffler un peu de poésie dans tous ces algorithmes qui veulent diriger notre vie. Et c'est ainsi que nous pourrons peut-être créer ce tout petit écart qui nous sortira du tous complice. Retrouver son âme de poète pour traverser cette cité en ruine et qui sait, commencer doucement à la reconstruire. Merci pour votre écoute.
Je vous dis à très bientôt.